Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario, attache ta tuque, il y a du matériel aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de choses, on va commencer tout de suite. Nouvel épisode de Contact, tu t'es entretenu avec Samuel Vessière. Oui, qui a déjà enseigné à McGill et qui le fait de moins en moins parce qu'on l'a annulé, employons le mot. Il est aujourd'hui professeur à l'UQAM, garde un rôle à McGill. Je ne veux pas raconter toute l'histoire, c'est compliqué. Mais on parle souvent de ce qu'il y a des choses qui sont bonnes à dire, d'autres moins. Il en est l'incarnation. On commence, si tu veux, avec un extrait de l'émission. Ouais. Comme dans le livre, à l'époque où je passe d'étudier l'hypnose, les effets placebo, l'impact de l'Internet sur la santé mentale et tout. Et donc, je me rends compte de l'effroyable contagiosité des idées, de l'impact qu'elle a sur le corps, mais aussi du fait que les idées qui prônent une vénération de la fragilité sont plus contagieuses que les autres. On est plus vulnérable que ça. Donc, je suis en plein au sujet qui me fascine, que je suis en train d'étudier. Et puis, moi-même, donc, je me confronte à cette culture de l'annulation, qui fait aussi partie du symptôme. Et c'est là où je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que si je veux avoir une intégrité intellectuelle, je peux pas arrêter d'étudier ce phénomène, justement parce que là, je suis arrivé à un exemple clé, paroxystique. Donc, est-ce que je me tais? Est-ce que je passe à autre chose? Ou est-ce que je prends le risque de continuer à étudier ces phénomènes? J'ai pris ce risque, je l'ai payé, mais ça fait Vous l'avez payé? Je l'ai payé dans le sens que je ne suis maintenant plus professeur à temps plein à l'université McGill. Voilà. Pour avoir essentiellement soulevé des enjeux, entre autres, sur les effets de contagion qui peut-être ont été observés, peuvent être observés dans ce qui a frappé particulièrement les jeunes filles qui se disaient vouloir faire une transition, changer de sexe. Et pour avoir posé ces questions, c'est un psychologue qui s'était intéressé beaucoup à ces choses et un anthropologue. Il prétend qu'il a perdu la parole. C'est un entretien passionnant par ailleurs parce que il vient de publier un livre, Homo Fragilis, où sa prétention, c'est pas que nous avons été sélectionnés, que la sélection naturelle ne favorisait pas les plus forts, mais les plus fragiles d'entre nous, et que notre société est essentiellement une société où les fragiles donnent le là et font en sorte qu'on est condamné, et c'est peut-être une bonne chose, à travailler, à collaborer. Parle de masculinité, non pas toxique, de la difficulté qu'ont les jeunes hommes à vivre, de leur mal-être, y compris des incels qui sont souvent montrés du doigt. On dit qu'ils peuvent être violents, mais pourquoi de pareille quantité de jeunes hommes semblent ne plus être capables d'entrer en relation avec les femmes ou se sentent marginalisés. Enfin, c'est un sujet, ce sont des sujets, tous très difficiles, mais c'est fait avec beaucoup de délicatesse, je dirais. C'est très posé, une voix fort intéressante et une lecture que je recommande, même si c'est un peu scientifique, son livre Homo Fragilis. Bon. Je sais que c'est un thème qui te passionne, la liberté d'expression, mais là, quand des animateurs d'émissions plus ou moins grande écoute en fin de soirée se font enlever leur micro les uns après les autres, ça soulève passablement de questions là, aux États-Unis présentement. C'est totalement préoccupant, c'est totalement inquiétant. Il n'y a absolument pas de démesure dans ce qu'on peut, nous, être, qui pensons que la liberté d'expression est importante, dans ce qu'on peut être inquiet. Je suis vraiment très inquiet parce que le président Trump et ceux qui ont voté pour lui ont fait, je le répète à satiété, campagne au nom justement de ce que la liberté d'expression aux États-Unis était menacée, de ce que le premier amendement était foulé aux pieds, justement ce dont on vient de parler avec Samuel Vessière. La culture de l'annulation, là, les woke puis l'extrême gauche qui faisaient taire des gens. Exactement, parce qu'il ne disait pas les bonnes choses. Or, le principe de la liberté d'expression, c'est pas de savoir si tu es d'accord ou non, mais d'être capable de s'exprimer. Alors, Jimmy Kimmel, qui est animateur d'un talk show que bien des Québécois connaissent peut-être, qui hante l'antenne depuis très longtemps, qui n'a jamais été, disons-le, un fan de Donald Trump, bien au contraire, que souvent vomit dessus. C'est son droit le plus strict et c'est le droit le plus strict de son diffuseur de faire en sorte qu'il ait encore la parole. J'ajouterais que c'est aussi au plan politique
un partisan, comme on dit aux États-Unis, parce que c'est lui qui animait l'événement levée de fonds en juin 2024, où on avait vu Joe Biden escorté vers la sortie de scène par Barack Obama, puis ça avait été le point déclencheur pour George Clooney qui participait à l'événement, où il avait dit il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec Joe Biden, et Jimmy Kimmel était un peu l'animateur, avait interviewé les deux présidents, mais c'était un événement levé de fonds pour le Parti démocrate, donc il est visiblement un démocrate, ce qui en soi non plus n'est pas rédhibitoire, c'est pas un obstacle, t'as le droit. Il a lundi fait un commentaire probablement déplacé sur celui qui est présumé être l'assassin de Charlie Kirk, et en disant c'est très probablement un supporter républicain de Donald Trump, un MAGA et pas un progressiste comme les adversaires MAGA le disent de Kyle Robinson, c'est ça. Et donc ça a été immédiatement saisi au bon. Le mouvement MAGA est sorti sur la place publique en disant c'est irresponsable. Mais surtout hier, le patron de ce qui est l'équivalent là-bas aux États-Unis du CRTC, l'organisation qui régule les communications, a dit c'est totalement inacceptable et ABC devra faire un choix. Ou ils s'occupent de leur animateur et le punissent, où nous allons nous occuper des licences qu'on a le pouvoir de donner, mais de reprendre, licences, faut s'entendre, de diffusion pour tous les affiliés. Donc une menace de retirer à ABC le droit de diffuser. Et ils ont fait ni un ni deux, ils ont fait leur calcul. En fin de journée, on apprenait que Jimmy Kimmel ne serait plus à l'antenne le soir même. Il est suspendu, est-il congédié. On savait que son contrat avait un horizon qui n'était pas très très loin, que ça aurait peut-être pas été renouvelé. On n'en sait strictement rien. Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'on l'a fait taire. Puis entendons-nous bien, Jimmy Kimmel, c'est l'entre-soi, c'est la bien-pensance, autosatisfaite. C'est des lieux communs qui sont ceux tout à fait légitimes d'un mouvement d'opposition à Donald Trump depuis le tout début. Qu'il puisse dégoûter, déplaire aux fans du président, je le conçois. Mais en même temps, lui, il est payé pour les codes d'écoute. Si tu te barres, exactement. Si tu acceptes de te barrer 50% de la population en partant, c'est la vie, là, je veux dire. J'ai non seulement aucun jugement, je pense qu'au contraire, c'est sain qu'il y ait des gens pour tourner en dérision les puissants, que ça soit fondé sur de bonnes ou de mauvaises raisons, des raisons partisanes ou pas. Ça n'a pas d'importance. C'est le creuset de la culture politique américaine, le premier amendement, je l'ai souvent dit, davantage que le deuxième qui donne le permis d'avoir des armes. Je crois que le pacte qui lie les Américains se fait beaucoup autour de ce premier amendement, de cette capacité, y compris à s'insulter sans qu'on puisse faire grand-chose à ça. Et là, Jimmy Kimmel, puis c'est pas le premier, puisque Stephen Colbert, dans un autre registre, animateur lui aussi de talk show de fin de soirée, avait appris que CBS a tiré la plug sur son show. Alors, ils disent, pour des raisons de rendement, l'émission ne rapporte plus ce qu'elle rapportait, mais il faut voir qu'à l'époque, CBS, Paramount, ça s'appelle comme ça aujourd'hui, était en attente d'un feu vert pour fusionner avec un énorme groupe, Skydance, et ce feu vert venait des autorités fédérales. Comme par hasard, ça a accéléré ce feu vert. Donc, CBS a choisi de faire taire un animateur qui, à répétition, était critique du président, riait de lui, et ça fonctionnait. Il y avait un public pour ça. Alors, ça ne rapportait peut-être pas ce que ça a déjà rapporté, mais ça marchait assez pour le maintenir à l'antenne, et on sait maintenant qu'il perdra son émission à la fin de l'année. C'est pas la première fois, on en parlait hier, il y a cette poursuite. Il faut lire le détail de la poursuite du président contre le New York Times. C'est 85 pages où essentiellement on reproche au New York Times de ne pas reconnaître la grandeur de Donald Trump, qu'il est peut-être la raison pour laquelle le skyline de New York est ce qu'il est. C'est fou. Stéphane, au moins il y a quelqu'un qui a reconnu la grandeur de l'homme, la grandeur de Donald Trump, c'est la famille royale. Ah, le soft power britannique. C'était une bien belle cérémonie. Ça m'a ému. Je sens ici toute l'ironie dont tu es capable. Non, oui, quand c'est beau. Mais la grande table, le carrosse, c'est la totale, là. Mais en fait, ça en dit plus sur les Anglais et l'état de leur pays que ça en dit sur Donald Trump. On s'est mis à genoux
pour essayer d'acheter les indulgences de celui qui a réussi en Amérique. Il faut quand même se rappeler que dans l'histoire, les Américains se sont libérés du joug de la couronne britannique. Et aujourd'hui, l'oncle Sam, Donald, on espère qu'il sera indulgent. Et on a tout déployé, les tapis rouges et tout ce qu'il fallait pour le flatter dans le sens du poil. On lui a offert une nuit à Windsor où on espère qu'aucun fantôme n'est venu le visiter, dans l'espoir qu'il puisse donner au premier ministre, Keir Starmer, des petits bouts de gras que les Anglais quêtent. Parce que d'abord, ça va très mal économiquement pour l'Angleterre. Quand je dis ça va très mal, ça va vraiment très mal. S'il y avait un pays, on parle beaucoup de la France, on en parlera, qui est au bord du précipice, mais les Anglais, ils vont se serrer la ceinture. Ils le font déjà. Les services publics sont dans un piètre état. Si on veut se comparer puis avoir le sourire, là, notre système de santé, si tu le compares au système public des Anglais, qui a déjà été le modèle qu'enviait le monde, voilà un exemple ou un contre-exemple de ce qui ne marche pas du tout. Et tout ça, donc, pour que les Américains... On a les images de la table présentement, excuse-moi, mais il dit, mettons... Beaucoup de dorure. Oui, mais il n'y a pas grand place là, de poser tes lunettes, mettons. C'est comme la table est pleine, là. Les gens qui voient pas l'image sont à la radio, mais c'est, il y a du doré au pouce carré, puis des fleurs, puis de la médaille. Et puis de l'invité dit de prestige. Encore une fois, tout ça dans l'espoir de pouvoir obtenir des concessions de la part du président. C'est un pays qui est, fragilisé. Donc toi, tu vois, à la fois, le roi Charles comme quémandant, faisant tout ça pour quémander, ni plus ni moins, les bonnes grâces pour son pays, là. On a le Canada là-dedans? Parce que c'est notre roi aussi. Est-ce qu'il a quitté pour nous un petit peu? J'en doute, parce que je pense que les Anglais s'occupent d'abord de leurs affaires. Ouais. Si tu suis l'histoire de l'Angleterre, ils s'occupent d'abord de leurs affaires. Mais on a offert à Donald Trump le château de Windsor, comme tu offres ici à un jeune Français le parc Astérix ou à un Américain Disneyland. On lui a donné son tour de manège, on lui a donné son tour de carrosse et on a même donné, alors la Blanche-Neige des circonstances s'appelle Charles ou Camilla Bowles, j'en sais strictement rien, mais il y a rien d'autre. Alors, ça participe des relations entre les grands pays, que ces cérémonies, dans ce cas-ci, c'est du sur-mesure et les résultats tangibles ou non, on les verra aujourd'hui parce que Donald Trump est à Chequers, la résidence de campagne du premier ministre, avec l'espoir d'avoir des gains. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des investissements, particulièrement en intelligence artificielle, mais Monsieur le premier ministre anglais voudra y voir un cadeau, des emplois créés. Surtout, je pense que pour les grands groupes comme Microsoft, c'est une manière aussi de répartir leurs investissements et de développer une alliance avec un pays qui, historiquement, est toujours aux côtés des États-Unis, la Grande-Bretagne. Stéphane, il va falloir reprendre demain la discussion sur l'instabilité en France, mais en 20 secondes, parce que là, aujourd'hui, c'est journée de manifestation. Ça a l'air de quoi? Pour l'instant, c'est relativement calme. On attend plus d'1 million de personnes dans les rues. Et demain, je te parlerai d'un problème qui, évidemment, fait très peur aux Français. C'est qu'il y a de plus en plus de jeunes personnes qui sont prêts à s'attaquer aux policiers sans aucune forme de timidité, de les tabasser, de les identifier dans leur vie civile alors qu'ils prennent un verre sur une terrasse et de les rincer. C'est arrivé à Reims. C'est arrivé dans la région de la Champagne, effectivement. Là. Et dans un contexte où aujourd'hui, il y a 80 000 policiers et gendarmes qui attendent les manifestants et on sait qu'il y a aussi là-dedans des casseurs, des black blocs. C'est pas aujourd'hui, à l'heure où on se parle en début d'après-midi, que ça pourrait dégénérer. Je dis bien pourrait. Il n'y a aucun souhait de ma part. Mais c'est en fin de journée, à la fin des cortèges, début de soirée, nuit, à l'intérieur, le ministre de l'Intérieur dit que ça pourrait dégénérer. On s'en parle demain matin. À surveiller. Merci Stéphane.